Salut tout le monde, merci d'être là pour un des derniers lives de la saison Modulotech. Bienvenue Léo, merci beaucoup d'être là. Mais merci à toi pour l'invitation. Hâte de partager plein de trucs. Ouais, il y a pas mal de choses que tu vas partager, je sais un petit peu ce que tu vas dire, mais pas tout, et j'ai bien hâte que tu développes. Salut tout le monde dans le chat, merci d'être là, comme souvent. Je vais faire une petite introduction rapide, comme d'habitude. Le but, c'est pas de s'éterniser sur Modulo, mais de vraiment parler de ce que tu fais, Léo, et de ce que tu sais, surtout. Donc, bonjour Amélie, bonjour Eva, bonjour Aurore. Donc, vous savez comment ça se passe. Essayez de poser les questions directement dans l'onglet questions à côté de l'onglet chat. Mais sinon, je suivrai le chat et je poserai des questions à Léo au fur et à mesure. Euh, et Léo partagera après une présentation. Petite introduction sur Modulotech. Modulotech, c'est quoi? C'est un réseau qui accompagne les développeurs juniors. On essaye de proposer un panel de services gratuits aux développeurs, donc de l'évaluation, auto-formation. Il y a eu un projet il n'y a pas si longtemps, des ateliers autour de l'employabilité et des lives avec des experts. Ce live en fait partie sur la thématique de l'attente des recruteurs auprès des développeurs juniors. Mais d'après ce que je sais, on va un peu déborder. On va aussi parler un peu organisation du développeur dans sa recherche d'emploi. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être développées ce soir. Léo, je te laisse la parole. Si tu veux partager, n'hésite pas maintenant et puis faire une petite présentation de ce que tu fais. Comme ça permettra de remettre un peu dans le contexte pour tout le monde. Ça marche. Mais écoute, merci pour cette petite intro très, très courte et très efficace. Et je suis ravi qu'il y ait plein de gens. C'est cool, il y a quoi? 21 personnes, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc bonjour à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont comme hello dans le chat. Bonjour à tout le monde. Trop content de vous partager tout ça. Mini intro. J'aime pas trop parler de moi, donc je vais être très succinct là-dessus. Moi, ça fait 6 ans que je fais du recrutement et des RH dans plein de boîtes différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, j'ai recruté dans des grands groupes, dans des ESN, dans des PME, dans des startups naissantes et dans des boîtes qui sont aujourd'hui des licornes, le fameux terme qu'on emploie à tort et à travers alors que ça ne veut absolument rien dire. Et le point commun qu'il y avait dans ces boîtes, c'est que le recrutement était mal fait. Et je pense qu'en tant que candidat et candidate, vous devez bien voir au quotidien qu'il y a clairement des nets progrès à faire quand tu es recruteur et recruteuse. Et donc, moi, je me suis lancé là, il y a 4 mois, dans l'entrepreneuriat pour former des recruteurs et des recruteuses, principalement, mais aussi pour aider les boîtes, aider les dirigeants, les dirigeantes, des CEO dans leur pratique recrutement. Mon but, en fait, je suis un peu un agent infiltré. Mon objectif, il est en aidant les recruteurs à mieux faire à avoir des meilleures pratiques. Vous, les candidats et les candidates, vous en profiterez et vous serez mieux respectés quand vous serez en entretien. Donc voilà, je suis l'agent double du recrutement. Super intro, ça. Et je vais partager ma petite. Alors attends, partager. Ah mais je connais pas trop Livestorm. Je découvre. C'est tout mon écran, un onglet Chrome. Parfait, ça que je veux moi. Ok, je partage un Euh, PDF si c'est mieux pour toi. Oh, bah, je pense que ça devrait le faire aussi. Hmm. En revanche, oh, c'est bizarre. Il y a que moi qui va comme ça ou... Alors, est-ce qu'on peut mettre en full screen? Comment vous voyez chez vous pour l'écran? Attends, je sais. Ah, effectivement, ça fait un petit écran, ça que tu Attends, vois, du coup, Léo? je vais repartager différemment, peut-être. Petit, merci, c'est petit. C'est petit. Petit écran. On va changer, on va faire... Je vais mettre carrément tout mon écran, c'est pas grave, vous verrez tous mes onglets et tout. Hop, et là, ça devrait être mieux. Ah ouais, là, c'est pas mal, là. Attends, je vais relancer le truc. Et là, normalement, on est bon. Et hey! Oh là là, En magnifique. revanche, je vois plus le chat, je vois plus rien, donc je n'ai pas mon double écran, donc je suis aveugle. T'inquiète, je relais les questions à chaque fin Exactement. de partie. Et comme prévu, je fais des petites pauses, comme ça tu pourras m'interrompre et en rajouter. Donc, Ça le roule. thème d'aujourd'hui, c'est très simple, c'est ce qu'attendent ou pas les recruteurs et les recruteuses. Avec un biais que j'ai, c'est que c'est assez généraliste ce que je vais vous donner comme conseil. C'est pas applicable que en tant que développeur ou développeuse. Pour autant, j'essaierai de donner, quand je donne des exemples concrets à vos métiers. Mais c'est une presse qui est un peu universelle et le but, c'est de donner 12 conseils pour trouver un job idéal. Trois parties donc on va voir ensemble et je vous laisse imaginer la vie d'un candidat aujourd'hui. Première chose, souvent on ne sait pas par où commencer et du coup bah, on repousse à plus tard la recherche de job et où on ne sait pas quand on a commencé comment est-ce qu'on s'organise. Deuxième chose, du coup on ne sait pas trop si on doit être nous-mêmes en entretien ou s'il faut qu'on
devienne un peu quelqu'un d'autre et qu'on devienne quelqu'un que l'on n'est pas pour avoir le job. Et troisième chose, quand on arrive en entretien, c'est un peu la purge, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et je pense qu'on a beaucoup plus d'exemples d'entretiens où ça s'est mal passé que d'entretiens où ça s'est bien passé. Du coup, je vais vous donner des conseils sur comment anticiper le process. Donc, première partie, c'est savoir, enfin, c'est se préparer. Deuxième partie, c'est comment est-ce que du coup on se différencie. Et la troisième, c'est quand on arrive en process, quels conseils je peux vous donner. Avant de continuer, je vous laisse lire les résultats Google quand on tape pourquoi les recruteurs. Et ça me rend un peu triste parce que je me dis que les gens ne nous aiment vraiment pas du tout. Donc pourquoi les recruteurs ne rappellent pas, ne répondent pas aux candidats, sont mauvais. Et quand on fait en anglais, c'est encore pire, il y a plus de résultats. Donc go silent, ask for current salary. Le tout dernier, il est terrible. Why recruiters are bad for your career. Alors que je pense que si on demande à des recruteurs pourquoi est-ce qu'ils font ce job, c'est ils vont dire pour aider les gens. Et en fait, les candidats à l'inverse te disent bah non, vous ne nous aidez pas, vous êtes terribles. Et ça, du coup, c'est pas cool. Donc, on part de très loin. Et du coup, je vais essayer de vous donner à mon niveau, après des centaines et des centaines d'entretiens que j'ai pu faire, les conseils que je peux vous donner en tant que candidat et candidate pour vous aider à trouver le job que vous voulez. Si on revient là où on en était, je vais donner un moyen mémotechnique. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça tient en 4 lettres, c'est le nage. Parce que du coup, il faut gérer, il faut devenir c'est quoi ah, j'ai perdu, comment il s'appelle le nageur Florent Manodou, ou sa sœur, c'est quoi? C'est Laure Manodou, je crois. Laure Manodou, Euh, ouais. Devenir du coup une championne olympique, un champion olympique de la nage, parce que du coup, il y a pas mal de choses. Et donc, pourquoi nage? Là, vous allez vous dire, mais ce mec est vraiment très bizarre. Nage, c'est 4 trucs. Donc, c'est Nemo, donc c'est vous, le candidat. Vous devez vous apprêter. C'est la deuxième chose qu'on verra, comme un jet des chaînes. Et je vous dirai pourquoi un jet des chaînes. C'est un oiseau particulier. Et vous devez gagner en endurance. C'est un peu le truc que vous devez vous rappeler. Si à la fin, vous devez vous rappeler une seule chose de cette petite échange ensemble, c'est en tant que Nemo, vous devez vous apprêter comme un jet des chaînes pour gagner en endurance. Voilà, c'est tout pour moi. À demain. Et je laisse là-dessus. La suite. Donc, on va commencer par la première partie. C'est la partie donc être apprêté. Un peu comme là, Angela Merkel qui est super bien apprêtée en bas à droite. Il y a 4 petites parties qu'on va voir ensemble. Un, c'est qu'est-ce que vous cherchez. Donc, souvent, on ne sait pas ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Donc, comment savoir ça? Deuxième chose, où est-ce qu'on cherche? Où est-ce qu'on trouve un job? Troisième chose, comment on s'organise? Le freestyle, c'est bon que pour le rap. Je me fais rire avec une propre blague, c'est terrible. Mais comment est-ce que vous organisez quand du coup vous cherchez un job? Et la quatrième, c'est du coup faire attention à la base de la base. Donc c'est un peu la trousse à outils que vous devez toujours avoir avec vous. Et là, pareil, quelques petits conseils si vous voulez là-dessus. Donc on rentre dans le vif du sujet. Alors, Léo, Vas-y. déjà une première remarque, il y a What's a Flow, il parle super vite. Je vais essayer de ralentir. Je vais essayer de ralentir. C'est mon problème principal dans ma vie, c'est que comme je pense très vite, du coup je parle très vite et c'est naturel pour moi malheureusement d'aller trop vite. Je suis désolé. Je vais essayer de Mais rester. t'inquiète, hein, franchement, pour moi, c'est vraiment compréhensible. J'ai l'impression que tout le monde comprend très bien dans le chat, donc Bon, si vraiment ça tu peux devient garder le trop, rythme. n'hésite pas. Si vraiment ça commence à devenir incompréhensible, Ouais, mais c'est vrai qu'un jour je ferai du rap, tu vois, je battrai IBX Flow et Oli sur leur musique, ça va trop vite et j'irai encore plus vite qu'eux. Euh... il y a plein de remarques. Il est perfusé au café ou quoi? Heureusement, non, ceci est de l'eau. Donc, dans le Ah non, contenu non, de. mais. Ok. Non, parce que dans le chat, on dit ah, mais c'est pas méchant du tout ce qu'on dit, hein. Bon, tu vois. Ok, bon, Que de la bienveillance. comme je ne vois pas le chat, du coup, je ne sais pas ce qui se passe, c'est assez drôle. Mais je vous fais confiance sur la bienveillance. Et en effet, voilà, au moins vous aurez de la pep, du pep, vous aurez plein d'énergie un mercredi soir à 18h. Première partie, du coup, quoi chercher? Donc, quoi chercher, c'est très simple. En gros, le but, c'est de penser autrement. Souvent, je sais pas, vous faites un bootcamp pour devenir dev, vous allez devenir dev. Mais ça se trouve, votre bonheur, il sera en tant que product manager. Votre bonheur, il sera en tant que data engineer. Votre bonheur, il sera en tant que DevOps, etc., etc. Et donc, souvent, en fait, en entretien, les recruteurs vont vous attendre là-dessus. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Et ça, c'est hyper important. Les gens, ils vont vraiment avoir besoin de se dire, mais cette personne-là, elle est logique dans son approche, elle sait où elle va, elle sait comment elle le va, elle sait pourquoi elle le fait. Et donc, si vous ne faites pas cet effort-là, vous perdrez des points par rapport à d'autres candidats. Et donc, il faut un peu inventer une histoire. En fait, cette histoire, vous n'avez pas besoin d'inventer, ce sera la vôtre. Et donc, vous dire, qu'est-ce que vraiment vous voulez faire comme job? Et avant même de commencer à chercher, il faut savoir ce qu'on veut. Et je vous dis pas le nombre, ça vous paraît simple ce que je dis là, mais le nombre de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et qui partent un peu dans tous les sens. Et ça, c'est terrible. Parce que après, l'impression que vous donnez en entretien, c'est que vous êtes perdu. Et
mettez-vous à la place d'un recruteur ou d'une recruteuse. Vous voulez pas des gens qui sont perdus, vous voulez des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc, première étape, savoir ce que vous voulez vraiment. Là-dessus, il y a plein d'articles, de blogs où vous pouvez aller voir. Il y a des gens qui peuvent vous aider à faire ce genre de choses, mais être sûr de ça. Une fois qu'on sait ce qu'on veut. Si on postule comme tout le monde, on finit comme tout le monde. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Mais si vous aspirez à plus, ce que j'espère pour vous, ne faites pas comme tout le monde. Ça veut dire quoi derrière cette belle phrase ça veut dire qu'en fait, typiquement, si vous voyez que tout le monde va chez Conto, chez Alan, chez Doctolib, en fait, ok, très cool, mais vous serez un parmi des centaines, des milliers de salariés. Or, si vous voyez des boîtes un peu inconnues au bataillon, quand vous dites à vos potes, je postule là, tu connais, tout le monde te dit, bah non, mais ça a l'air bizarre, c'est normal, c'est là où il faut aller. En fait, c'est un peu en stratégie, on parle de, je crois que c'est l'océan bleu, Blue Ocean, tu vas dans les endroits où il n'y a personne à part toi, c'est un peu pareil pour une recherche de job. Moi, pourquoi est-ce que j'ai une carrière qui m'a trop plu et je dis comme si c'était fini, tu sais, mais après 6 ans de job dans des boîtes et avant du coup de me lancer en solo, aujourd'hui, je kiffe tellement parce que j'ai choisi toujours des numéros 2 ou alors des trucs qui étaient un peu bizarres et où je me suis dit, je le sens pas, mais je vais quand même y aller parce que ça va être cool. Et en fait, à chaque fois, c'était toujours une bonne chose et pour des raisons différentes, j'ai toujours adoré mes jobs, à part L'Oréal qui était un numéro 1 évidemment. Et donc là, c'était bien aussi de voir ça fait quoi d'être chez des leaders de leur marché. Tout le reste, c'était du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs, plusieurs des boîtes dans lesquelles je suis passé sont aujourd'hui en faillite ou ont été rachetées. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais du coup, c'est là où tu vas apprendre des trucs cool en postulant différemment. Et donc, s'il y a trop de gens à un endroit, il ne faut pas y aller. S'il n'y a personne qui y va, il faut se poser les bonnes questions. C'est un peu la suite de la phrase juste avant. Mais s'il y a vraiment personne, vous vous dites, est-ce que vous prenez le risque ou pas? Et là, ça va aussi dépendre de votre cadre. Il y a des gens qui ont un prêt, qui ont un loyer, comment je dirais, un prêt étudiant aussi. Des gens qui ont des familles à nourrir. Et donc, clairement, il y a des gens qui ont plus de luxe que d'autres de se poser des questions. Mais si vous avez le luxe de vous poser des questions, prenez le temps de le faire et allez là où pas grand monde va et vous aurez des boîtes plus cool. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on veut, comment on s'y prend? Là, je vous ai mis du coup des différents niveaux de recherche. J'ai mis des exemples, mais il y en a 10 000. Souvent, le réflexe numéro 1, et chacun dans le chat, vous pouvez le dire, même si je ne le verrai pas, mais je pense que souvent les gens s'arrêtent à LinkedIn, Welcome ou Indeed. Grosso modo, c'est là où on fait notre recherche aujourd'hui principalement. On fait la base de la base, on va là où tout le monde va, et donc on retrouve sur des annonces que tout le monde a vues et auxquelles plein de gens vont postuler, et auxquelles vous serez en concurrence avec plein de gens. Après, on peut passer au niveau 2. Et là, je vous parle de JobGather. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon, je vous conseille de le connaître. C'est une boîte qui propose des jobs flexibles partout en Europe. Donc, en gros, ce qu'ils mettent en avant, c'est flexibilité horaire et télétravail. Et du coup, JobGather, ils sont en train de se lancer. Et donc, ils ont une notoriété qui est en train d'être faite. Donc, il y a tout à faire. Mais il y a plein de jobs en fait, que vous trouverez nulle part ailleurs sur JobGather. Facebook, il y a plein de groupes Facebook sur lesquels vous pouvez trouver des jobs. Et souvent, on n'y pense plus parce que moi, perso, je suis plus sur Facebook depuis au moins 5 ans. Mais en fait, il y a des groupes Facebook qui sont hyper actifs où il y a des jobs qui passent et que les gens n'ont pas le budget pour mettre sur LinkedIn ou sur Welcome. Et donc, vous trouverez des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Si on va encore plus loin, je vous ai mis France Digital. Pourquoi France Digital Ils ont un doc où ils répertorient toutes les boîtes, par exemple, toutes les boîtes dans les startups. Enfin, toutes les startups dans l'écosystème français. Et par critères. Par exemple, si vous voulez une boîte qui a de l'impact environnemental, social, ce que vous voulez, en fait, sur France Digital, ils vont vous lister toutes ces boîtes et vous les prenez une par une. Vous regardez si ça vous plaît et vous postulez. Ça, souvent, on ne pense pas à le faire. Et j'ai mis Slack parce qu'il y a aussi il y a plein de groupes Slack, de communautés Slack. Peut-être même que sur Modulo, vous êtes sur Slack. Yes. Du coup, on n'y pense pas, tu vois, souvent. Mais on a un Slack, on en a 70 000. Et en fait, il y a plein d'onglets de jobs dans les Slack et on peut aller dans plein d'autres Slack pour trouver des jobs pareils qui sont des jobs cachés et qui sont des jobs où souvent les gens y vont avant de les mettre ailleurs sur LinkedIn ou autre. Et le niveau 4 que je vous ai mis avec ce truc un peu énigmatique, c'est votre réseau. En théorie, si vous cherchez un job, il n'y a pas une seule personne de votre réseau qui n'est pas censée être au courant. Vous en parlez à tout le monde, et ce qui va se passer, c'est que les gens vont vouloir vous aider. Et ils vont se dire, ah oui, mais tiens, c'est marrant, je connais quelqu'un qui recherche, viens, je vous mets en relation. Et plus vous en parlez à des gens autour de vous, plus les gens vont vouloir vous aider. Et ça, du coup, c'est hyper cool en termes d'impact que ça peut avoir. Donc, étendez votre recherche. Dis-moi. Ouais. Non, j'ai mis dans le chat ce que j'ai mis parce que c'est pas forcément naturel, mais c'est le réseau de start-up de France Digital. Donc je vous l'ai mis dans le Exactement. chat pour que vous Bien puissiez sûr. regarder à quoi ça ressemble. Et c'est trop cool. Et sur leur site, allez-y, allez voir. Il y a un mapping énorme de toutes les boîtes à impact, mais aussi par exemple des boîtes dans la data, des boîtes dans l'intelligence artificielle. Enfin, ils sont vraiment super bons dans leur boulot. France Digital, c'est une asso, c'est un lobby des startups, mais ils sont trop bien. Ouais. Euh, Dernière partie, comment on s'organise là, du coup, je vous ai mis, alors, il y a trop, cette slide, elle est nulle, il y a trop d'infos là-dessus. En gros, en bas à droite, qu'est-ce qu'il faut je vous conseille de faire un document, ça peut être un Excel, un Notion, ce que vous voulez, juste un papier et un crayon. Dessus, vous mettez les boîtes auxquelles vous postulez, où vous en êtes.
dans votre ranking de boîtes que vous aimez ou pas, à quel point ça se situe. Est-ce que c'est en mode, bah ouais, c'est un job alimentaire, ou est-ce que c'est en mode, ouais, ça a vraiment l'air trop ouf et je ferai tout pour être dans cette boîte. Et les prochaines étapes. Donc, dans 2 jours, il faut que je recontacte un recruteur. Dans 4 jours, il faut que je recontacte le manager avec qui j'ai passé l'entretien. Dans une semaine, il faut que je pense du coup à les relancer parce que j'ai pas eu de nouvelles alors qu'ils m'ont dit que c'était la dernière étape, etc., etc. Et souvent, en fait, il ne faut pas que vous soyez dans cette situation où quand un recruteur vous appelle, vous vous dites, attends, c'est quoi déjà Modulo? Ah oui, Modulo, ils font je crois que c'est dans des cuisines que tu peux mettre en bloc et du coup, c'est modulaire, c'est ça, c'est des cuisines modulaires. Ouais, j'adore cette boîte. C'est Et ça. ça, vous imaginez même pas à quel point ça m'est arrivé, ce genre de choses où les candidats n'étaient même pas au courant de la boîte à laquelle ils postulaient. Et ça, du coup, c'est terrible. Il faut que vous ayez l'impression, dans vos entretiens, d'être vraiment le candidat ou la candidate qui a fait le plus de recherches et qui, du coup, va être hyper impactant. Et là, je donne un outil gratos qui s'appelle Prepint. Je sais pas comment ça se prononce. C'est avant la pinte. Tu fais la pre-pinte avant la pinte. Donc, vous allez sur app.prepint.com et c'est un outil gratos pour organiser vos recherches. Ça a été créé par un mec qui est hyper altruiste et qui s'est dit bah, je vais créer un outil gratos pour aider les gens à organiser leurs recherches. C'est aussi simple que ça. Donc, allez voir. Et dans vos recherches de job, ça vous permet vraiment d'organiser ça. Vous aurez des stats et vous pourrez vraiment après. Vous pouvez après aussi vous faire aider si vous voulez. Là, du coup, c'est payant. Il y a un coaching qui peut être mis en place. Mais la recherche, l'outil est gratos et il est ouf. J'ai remis. Ça fait le taf de ouf. C'est ouf, c'est ouf comme truc. Allez voir Prépinte. Et dernière partie, oui, on peut candidater différemment, mais il faut faire attention à ce que j'appelle la trousse à outils. La trousse à outils, c'est quoi? C'est ce qu'on va toujours avoir avec soi, donc c'est un peu les basiques, CV, lettre de motivation, mais ça peut aussi être, là je vous ai mis Canva, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Canva, sinon allez découvrir cet outil, il est génial. Et en fait, je vous recommande d'avoir toujours une sorte de plaquette sur Canva. En gros, c'est un truc en 4, 5, 6 pages qui va vous présenter autrement que sous le format CV et lettre de motivation et quand vous postulez, d'envoyer ça en bonus aux boîtes quand il y a un champ pour le faire, parce que ce n'est pas le cas de toutes les boîtes quand vous postulez. Et en fait, ça peut être vous pouvez le personnaliser avec par exemple le code couleur de la boîte à laquelle vous postulez et ou avec les compétences qui sont attendues, avec les valeurs de la boîte. Et en gros, vous devez toujours avoir au moins ces 4 documents. Donc, votre CV classique. Pour le coup, faites un CV classique là-dessus. Vous sortez pas du lot. L'aide de motivation, elle doit être personnalisée, mais c'est pareil, elle doit être classique sur la forme, sinon les gens ne les liront pas. Par contre, le Canva, là-dessus, bah, c'est créativité, mais à 1000%. Et en fait, les recruteurs, ils vont adorer que vous ayez fait cet effort-là. De vous dire, waouh, il y a quelqu'un qui est tellement motivé qui m'a fait un Canva juste pour moi. Et le quatrième, c'est plus applicable du coup côté dev, c'est d'avoir du coup votre GitHub, mais ça peut être votre GitLab, tout ce que vous voulez, tout votre travail quelque part, votre portfolio de ce que vous avez pu faire. Et si vous êtes plus côté design par exemple, ou que vous aimez ça en parallèle du dev, des Behance, Dribble, où vous pouvez rajouter en fait ce que vous avez déjà pu faire. Et ça peut aussi être un truc qui soit fait main en fait. Enfin, plutôt d'avoir un Canva ou un portfolio sur une plateforme, vous pouvez créer votre propre site. Et du coup, c'est un peu méta, parce que du coup, vous montrez vos qualités de dev tout en ayant votre site vitrine. Et ça, du coup, c'est tout bête, mais pareil, sur des jobs de dev, tellement peu de personnes faisaient ça que quand les gens le font, à chaque fois, je me disais, waouh, en tant que recruteur, Ouais. j'étais impressionné. Et du coup, j'allais parler à ces gens. Attends, La première petite pause. partie est terminée. Vas-y. Ah bah, c'est tant bien parce que j'avais des petites questions autour de la question de la lettre de motivation. Est-ce que c'est vraiment utile une lettre de motivation? Est-ce qu'une lettre de motivation originale, c'est à éviter ou il faut rester dans un cadre? Deux questions. Alors, la réponse en tant que pessimiste, c'est dans tous les cas, les gens ne la liront pas, donc ça sert à rien de la faire. Ma réponse en tant plutôt que optimiste, elle est faites une lettre de motivation personnalisable, où en fait à chaque fois vous gardez grosso modo un paragraphe qui change jamais, qui vous décrit vous, un paragraphe qui change pas trop, qui est grosso modo vos compétences, et une partie par contre qui là, vous faites l'effort, ne serait-ce qu'un paragraphe de personnaliser pour l'entreprise. Comme ça, si jamais la boîte lira la lettre de motivation, au moins elle tombera là-dessus. Pour autant, vous pouvez même tricher et mettre un peu des snippets. Et du coup, après, vous faites avec soit un outil à part, soit avec même du publipostage avec Excel. Et du coup, vous mettez, en fait, votre outil de suivi vous sert, vous mettez dessus tous les éléments. En fait, du coup, ça fait automatiquement votre lettre de motivation qui a généré un publipostage et vous killez le game et vous n'avez pas à perdre de temps. Et vous pouvez dire, je suis vraiment ravi d'avoir découvert le site carrière de entreprise et de postuler à ce job 2 et vous mettez le job et en fait ça peut être automatisé comme ça et vous perdez zéro temps mais vous êtes sûr qu'au moins si les gens la lisent bah, ils passeront pas à côté et en revanche sur le côté portfolio et Canva c'est là où vous différenciez. Ok, ok. Donc mettre des variables sur un outil de public Ah mais postage évidemment, ou le jamais faire. la faire à la main, c'est terrible. Ouais, à la main, je sais même pas si ça existe. D'ailleurs, je pense que c'est vachement différenciant de Mais à faire la une. main genre tu tapes à la main quoi à chaque fois. Et alors, j'enchaîne un petit peu parce que Yann, qui est aussi recruteur et qui est dans le chat, salut Yann. Euh, C'est le Yann que je crois, faut qu'il reparte. ok. Il a plus de retours avec Canva qu'avec des lettres de motivation. Lui.
Par A/B testing, comme il dit. Plus de retours en postulant avec Canva ou plus du tout? Ah non, plus, je pense en plus, il a plus de retours positifs si Ah, tu passes mais par Canva carrément. qu'avec de la motivation, quoi. Ah, mais 100%. 100% d'accord. Ouais, il a plus de retours positifs. C'est exactement ça. Très bien, ben, génial. Ça tue le game de façon Canva. Et après, il y a une condition, il y a un astérix. Laissez les conditions à avoir en bas. C'est qu'il faut être OK pour être déçu si jamais vous postulez de manière extrêmement personnalisée et que les gens vous envoient un template en retour. Ce qui va sûrement arriver dans plein de boîtes. C'est arrivé encore il y a 3 semaines à ma copine qui a postulé pour un job et elle avait fait un truc genre de 7-8 pages extrêmement qualitatif et on lui a juste envoyé un template une semaine après en mode désolé mais sans même personnaliser le retour. Et donc si vous êtes OK avec ça, c'est le seul risque parce que sinon ça crée une sorte d'ascenseur émotionnel où on se dit je vais tellement faire un Canva trop bien que je vais forcément être pris et vous n'êtes pas pris et vous avez un template nul et vous êtes déçu et donc vous le refaites plus. Si vous êtes OK avec cet échec entre guillemets que vous pourrez avoir sur des Canva, continuez à le faire, sinon ça crée trop de déception potentielle. Ok, bah ça c'est sûr. J'imagine que si tu mets une semaine à faire quelque chose sur Canva et que tu as un mini Ouais, c'est retour, ça terrible. fait du mal, quoi. Exactement. Y a- Juste avant que tu passes sur la deuxième partie, est-ce Yes. que tu peux revenir sur ce qu'on doit mettre dans le Canva et surtout quand tu parles de présentation, tu vois, une plaquette qui te présente sur 3, 4, 5, 6 pages, qu'est-ce que tu mettrais dedans, toi, pour. Alors, l'idéal, je dirais, enfin, pour un truc très simple, pour avoir une plaquette qui soit toujours la même trame. Et ta trame, c'est en gros, ta première page, c'est pourquoi est-ce que tu es là. Ensuite, le reste, c'est tu prends les compétences ou les missions qui sont attendues sur la fiche de job, enfin sur l'annonce, et tu vas prendre du coup point par point. Tu vas mettre, par exemple, je sais pas s'il te demande travailler en équipe en respectant les process agiles de l'entreprise, bah, du coup, tu vas mettre pourquoi tu l'as déjà fait. Et en gros, du coup, le but, c'est réaffirmer la personne sur en fait ce que tu mets en termes de ligne, de je l'ai déjà fait, je sais faire, je maîtrise. Et ensuite, tu peux reprendre les codes couleurs de l'entreprise. Donc, je dirais trois choses. Un, c'est montrer que tu as compris l'entreprise et ses valeurs et que pourquoi est-ce que tu as envie de travailler pour cette boîte. Deux, c'est pourquoi tu fais un canevas et c'est quoi le but de démontrer ça. Et trois, c'est tu prends les points par point dans l'annonce, ce qui compte le plus, et tu le détailles sur j'ai déjà fait ou je sais faire. Ok, très clair. Moi, j'ai plein Euh, d'exemples à montrer. C'était sur le canal de ma copine, du coup, celui que. Enfin, j'ai pas postulé depuis longtemps, malheureusement. Enfin, heureusement. alors, j'ai d'autres questions. Est-ce que c'est un Canva un peu en mode carrousel comme sur LinkedIn? Ouais, c'est très bien ça. Bien sûr. Ouais. Ouais, quand je dis Canva, c'est ça. C'est plusieurs pages, un peu comme un carrousel sur LinkedIn. Exactement. C'est vraiment ça à avoir en tête. Et l'idée, lettre de motivation, mail de motivation, on est d'accord que c'est quasiment la même chose. Peut-être que il y a moins de lettres possibles sur le mail, mais c'est la Ouais. même chose, quoi. Bien sûr, bah, si, enfin, il y a de plus en plus de boîtes quand même qui ne demandent plus l'aide de motivation et on est bien content. Et dans ce cas-là, c'est un petit mail. Dans ce cas, ce que vous pouvez mettre dans le mail pour créer un peu le côté surprise, vous mettez bah, plutôt que de vous faire un long message, regardez, je vous ai fait un document juste pour vous. Et tu mets le lien et tu renvoies les gens ensuite vers ton Canva. Et là, du coup, c'est un wow effect parce que la personne elle va regarder. Ah oui, tiens, vas-y, ça me rend curieux et ils vont aller voir. Ok, trop cool. Good. On est bon pour la partie numéro 2. On part sur la partie numéro 2. Allez, on va parler du jet des chaînes. Donc, c'est la deuxième partie. Après, vous êtes apprêté. Désormais, du coup, bah, vous devez devenir un jet des chaînes. Je vais vous expliquer juste après pourquoi un jet des chaînes. Et là, il y a quatre parties qu'on va voir. Un, c'est la marque personnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la marque personnelle? Deux, c'est la création de contenu. Et du coup, je dirais comment. Trois, c'est sur l'audace en recrutement. Oui, on peut avoir de l'audace. Et la quatrième, c'est quand même tempérer mon propos, parce que là, vous allez me dire, mais ce mec est un grand malade. Mais on va tempérer un petit peu sur à quel point est-ce qu'on peut être différent. Pourquoi le jet des chaînes? C'est hyper simple. Le jet des chaînes fait partie de la famille des corvidés d'Europe. Les corvidés, du coup, bah, notamment les corbeaux que vous pouvez voir et qui font des rauh, rauh quand vous vous baladez. Et comme vous remarquez sur la petite image à gauche, parmi les corvidés, il y a un des corvidés qui se détache. C'est le jet des chaînes. C'est le seul qui a des couleurs un peu différentes. Et comme j'étais petit, j'étais fan de. Enfin, j'étais à la LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux. Et du coup, j'ai beaucoup appris sur les oiseaux. Et j'ai retenu un truc, c'est que le jet des chaînes était hyper stylé parce que c'est le seul mec de sa famille qui s'est dit vas-y, j'ai un plumage hyper différent et j'ai une plume un peu zèbre sur moi. Et donc, il faut devenir un jet des chaînes quand on postule. Il faut arriver dans un amas de gens qui sont tous des corbeaux à devenir différents et à montrer votre différence. Et c'est ce qui vous fera avoir les meilleurs jobs possibles. C'est pas parce que vous êtes comme tout le monde que vous aurez les meilleurs jobs, mais les meilleurs jobs que vous aurez, c'est quand vous montrerez votre différence. Ok. Du coup,
je dois faire quoi maintenant que je sais ça? Première chose, la marque personnelle, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, on dit ça en personal branding en anglais, c'est la définition la plus simple, c'est ce qu'on dit de nous quand on part d'une pièce. Donc là, quand il reste combien de temps? Pendant 35 minutes, je ne serai plus là, bah, vous parlerez un d'entre vous de moi et ça sera ma marque personnelle. Donc ça peut être, ce mec qui parle tellement vite, c'est insupportable, j'ai mal de tête. Ça peut être, ces blagues sont vraiment pas drôles, il faut vraiment qu'il change son registre. Ça peut être, putain, les slides, elles sont quand même trop belles. Le mec, il est recruteur, mais il est aussi graphiste, etc. etc. Et en fait, tout ça, en fait, ça fait notre marque personnelle. Et c'est ça notre force, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, il faut arriver à le trouver. Et en fait, ça, la meilleure manière de l'avoir, bah, votre Canva fait partie de votre marque personnelle. Si vous faites un petit document en mode carrousel, vous irez impacter les gens. Et deuxième chose, bah, il y aura un truc, mais que vous aurez à faire à 100% des cas, c'est vous présenter. Même si moi, dans mes formations, par exemple, je recommande de ne plus poser cette question parce que cette question, elle ne sert à rien. Le présentez-vous, il est inutile en termes d'évaluation des candidats. Mais dans la majeure partie des boîtes auxquelles vous postulerez, on va vous demander de vous présenter. Et donc, c'est là-dessus que vous aurez un impact le plus fort. Oui, alors j'ai commencé mes études en 2014. Ensuite, du coup, j'ai fait un master. Ça a duré 5 ans. Puis j'ai fait mon premier stage, enfin, un truc très chronologique, très classique, où entre moi, ce que j'adore, c'est l'architecture hexagonale. Waouh, qui est cette personne? Elle est bizarre. Ou alors, vous commencez sur une passion. Vous commencez, et en fait, plutôt que de faire une présentation qui soit chronologique et classique, vous allez mettre en avant vos points communs, mettre en avant pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui, mettre en avant si vous êtes reconverti, par exemple, pourquoi vous êtes reconverti. Et en fait, cette différence, elle va impacter de ouf parce que c'est la première chose que les recruteurs verront. Et comme les recruteurs sont des petits êtres fragiles et qui fonctionnent beaucoup avec leur biais inconscient, en fait, vous allez ancrer en fait cette partie de vous dès le début. Et donc, si votre présentation, elle est géniale, vous allez être génial tout le long de l'entretien. Si votre présentation elle est nulle, vous allez être nul tout le long de l'entretien. Parce que les recruteurs, souvent, ne sont pas formés à ça et donc, du coup, vont garder cette première impression qu'ils ont de vous du début à la fin. Et donc, en fait, dites-vous que vous avez un one-man show à faire et que les 3-4 one-woman show et que les 4-5 premières minutes, c'est là où vous avez tout à donner. Donc, vous faites un truc de ouf, vous le préparez par cœur, vous devez vous présenter aussi bien que les gens qui font des levées de fonds et qui font des prêts avec des PowerPoints dans des concours. En fait, ça doit être parfait, mais vraiment parfait, et ça doit vous refléter vous qui vous êtes au plus profond de vous et être plus propre, enfin, au plus proche de vraiment vos valeurs et qui vous êtes plus qu'un truc très lisse et très général. Deuxième chose, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que tu dis de rejoindre le club des 1%? En gros, il y a une théorie qui te dit que sur Internet, il y a 90% des gens qui consomment du contenu, mais qui font rien d'autre que consommer. Il y a 9% des gens qui le partagent, donc ils voient un truc cool et ils partagent avec d'autres personnes, mais ils en créent pas. Et il y a 1% des gens qui en créent. Donc, si demain vous vous mettez à créer du contenu, alors maintenant, comme on voit à quel point LinkedIn ressemble à tout et à rien avec des gens qui créent du contenu, je pense qu'on est plus dans les 1%, mais on est dans peut-être du 10 ou 11 avec les gens qui se mettent à créer et à faire des pancartes, ce genre de choses. En gros, si vous êtes dans le 1% des gens qui créent du contenu, vous sortirez du lot. Parce qu'il y a peu de gens aujourd'hui quand même qui créent du contenu, beaucoup de gens n'osent pas, beaucoup de gens ne savent pas quoi dire. Et en fait, même si vous créez un truc qui est pas ouf et vous vous dites bah, c'est pas ouf ce que je fais, je suis pas forcément sûr, le fait de créer du contenu, il y a deux choses. Un, bah, vous serez remarqué par des gens si potentiellement votre post marche ou si vous commentez aussi des contenus d'autres personnes. Et la deuxième chose, c'est tout bête, hein, mais c'est que l'algorithme de LinkedIn, à partir du moment où vous vous mettez à créer du contenu, il vous adore. Et donc, il vous mettra en avant sur les recherches. Et quand un recruteur tapera développeur Java, si vous créez du contenu, vous apparaîtrez plus haut dans sa liste. Et ça, c'est souvent Enfin, j'en ai fait une expérience l'autre jour avec du coup ma copine et en fait, elle créait zéro contenu. Et en fait, pendant 2 semaines, je lui ai demandé de commenter plein de posts, alors qu'avant, elle faisait que des likes, et de créer 1 ou 2 posts. Et résultat, elle a eu 3 personnes qui l'ont contacté en 2 semaines pour un job, enfin, sur les 2 semaines suivantes, pour lui proposer un job, enfin, pour la chasser, quoi. Alors qu'avant, en un an, ça lui était jamais arrivé. Coïncidence? Je ne pense pas. La suite. Troisième chose à faire, c'est être audacieux, être audacieuse. Tenter des trucs. Même si ça ne marche pas, tenter des trucs. En fait, souvent, on est trop conventionnel dans notre approche de recrutement. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, tous mes jobs que j'ai eu, je les ai jamais eu de manière conventionnelle. C'était toujours avec soit du réseau, soit genre un événement où j'ai rencontré des gens alors que je n'étais pas censé être là. Et du coup, bah, j'étais au bon endroit au bon moment. Ou alors, je suis allé au culot. Par exemple, j'ai eu un stage à Ho Chi Minh, au Vietnam, quand j'étais en année de césure. J'ai uniquement eu au culot parce que j'ai insisté sur la personne qui je savais gérer cette partie-là. Et j'ai fait des relances, j'ai fait une sorte de mailing, c'est pour ça que je suis devenu
recruteurs, je pense, mais je lui fais pas mal de relances pour lui dire, mais vraiment, j'ai trop envie d'avoir ce stage. Et finalement, elle m'a répondu, elle m'a choisi parmi les autres candidats. Et du coup, j'ai eu la chance de passer 6 mois au Vietnam parce que j'ai insisté sur cette personne. En mode vraiment, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, pas en disant s'il te plaît, évidemment, mais en me disant, bah, je pense que ça m'aiderait trop dans ma carrière. J'ai trop envie d'être dans l'international demain. J'ai trop envie de découvrir l'Asie, etc., etc. Et j'aime trop votre boîte parce que c'est la meilleure boîte, etc. Et en fait, ça a marché. Donc, l'audace, elle pourra jamais, personne ne pourra vous reprocher d'être relou si et seulement si vous respectez les gens. Donc, par exemple, j'ai déjà eu affaire à des stalkers en tant que recruteur. J'ai eu des gens qui sont venus devant ma boîte et qui m'attendaient à la sortie pour me donner leur CV et qui savaient qui j'étais et qui m'avaient déjà identifié avant sur LinkedIn pour savoir à quoi je ressemblais et qui étaient devant ma boîte à m'attendre. Ça, c'est non, parce que du coup, c'est extrêmement flippant. Et pendant 2 semaines, j'ai pas Très dormi. flippant. C'est flippant comme histoire, mais vraiment, et c'est terrible. Et il était revenu une deuxième fois et il s'était mis dans la cour du bâtiment et il criait mon nom parce qu'il savait que j'étais en. Enfin, bref, c'était aucun Oh sens. là là. Aucun sens. C'est une fois, hein, je vous rassure, une fois en 6 ans. Mais en fait, du coup, l'audace, ça pourra jamais vraiment être puni si vous respectez les gens à qui vous avez affaire en face de vous. Les recruteurs et les recruteuses sont des petits êtres quand même fragiles, il faut les respecter. Dernière chose, et ça c'est ce que je voulais vous dire, faire attention aux grands sauts, dans le sens où là je vous dis, bah, soyez différents, soyez différents, soyez différents. Il y a des boîtes dans lesquelles vous ne pouvez pas être différent. Il y a des boîtes dans lesquelles, en tout cas, pas autant différent que ce que vous aimeriez être. Et donc, un des conseils que je peux vous donner, c'est quand vous postulez à une boîte, allez voir du coup sur tous les réseaux sociaux, sur les sites, sur Glassdoor, sur les articles de presse, et regardez à quoi ressemblent les gens. Et par rapport à ça, et allez sur LinkedIn ensuite et regardez ce que les gens publient, ce que les gens écrivent, ce que les gens commentent, comment les gens se présentent. Et du coup, vous pourrez vous adapter quand même un minimum. Typiquement, je suis trop fier de moi parce que là, du coup, pour faire ce live, je suis dans une tour de la Défense et je suis arrivé en short. Et du coup, c'était trop cool parce que tout le monde était en pantalon et je me suis dit, bah voilà, c'est mon acte politique. Je suis arrivé en short et donc je suis pas du tout adapté, mais je cherche pas un job. Je m'en fiche, j'ai fait ça juste pour choquer des gens. Et du coup, c'est rigolo. Mais du coup, ne faites pas ça. Si vous allez du coup à la Défense, un entretien pour une boîte qui peut être aussi cool qu'elle peut être, il y a des boîtes cool à la Défense, je vous assure, ça existe. S'il y a des boîtes cool à la Défense que vous voyez, allez-y en pantalon si vous êtes un mec, parce que sinon vous allez être jugé là-dessus, alors que ça se trouve, en fait, vous serez quelqu'un d'extrêmement compétent, mais ils vont garder ça comme image parce qu'il y a encore une fois première impression et ils resteront là-dessus. Donc, il faudra attention. Et pour ça, je vais faire un petit jeu. Du coup, je n'ai pas le dos d'écran, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vous laisse. Le jeu, il est très simple. On va avoir. Je serais trop cool ce jeu. On va avoir 6 images. Et du coup, je vais vous demander de me dire, selon vous, si cette image, c'est chez AXA ou une startup. Alors attends, je voulais tester tester l'application sondage que je n'ai jamais Eh ben, testé. écoute, vas-y, du coup, c'est l'occasion de tester. Donc, il y aura 6 images et du Il y coup, a tu peux 6 relancer images. à chaque fois. Ouais, tu peux Eh relancer pour vas-y, voir si c'est. je fais image 2, AXA. Vas-y, on va le faire sur les 3 premières, voir Moi, si ça c'est marche image bien. 1 du coup. Ouais, ça c'est image 1. Est-ce que vous voyez les sondages ou pas? Pour l'instant, bonjour à tous, salut. Oui, vous voyez les sondages? Allez, allez, c'est parti. C'est parti. Donc, bah, n'hésitez pas à voter. On va voir ce que ça donne. Image 1, AXA ou une startup. En vrai, ça pourrait devenir un jeu viral, ça. C'est ouf, hein. Alors, ça donne quoi? Attends, attends. Bah, attends, j'arrive pas à voir. Alors, moi, attends, je vais jouer aussi comme ça. Oh, C'est ça, quoi? c'est. Je vais me le mettre sur mon. Je vais le mettre juste à côté Ouais. sur mon téléphone. Enfin, je pense que ça peut le faire. On est sur du gros AXA, là. 17 votes pour AXA, 3 pour la startup pour l'instant. Ok, bien joué. La première était facile en effet. Donc, c'était bien AXA. AXA ou une startup? Ah ah! Ouais, c'est plus serré. Vas-y, on laisse un peu de temps. Ah non, on a perdu Léo, là. En plus, quand on perd Léo, on perd aussi les images. Mais ça va me permettre aussi de faire les prochains votes. Startup, là. Je sais pas, moi j'ai. Benjamin, moi j'ai tenté le AXA quand même. Je sais pas ce qui va être dit, mais. Ok, c'est bon, je suis de retour. T'es de retour, ouais. Allez. Du coup, Alors vas-y, c'est regardez. c'est quoi le deuxième? C'est quoi le deuxième? En fait, et du coup, faut que je regarde sur mon téléphone et du coup, ça va déconnecter c'est malin, hein, ça m'a déconnecté du coup de l'ordi. J'ai découvert un petit problème, partage d'écran. Le deuxième, c'était la startup. Ah, ok. Et alors, ça a donné quoi? Alors, en termes de sondage, tu veux dire? Ouais, Avantage startup. bien joué. 13 pour la,
13 pour la Ok. startup, 14 pour la startup, 11 pour AXA. Mais tu vois, c'est chaud parce qu'il y a quand même moitié, enfin, c'est presque moitié-moitié, quoi. Et tu te dis, en fait, tu t'en sais rien. Troisième, AXA, une startup. Ah, yes. Ça vote sévère. Attends, faut que je fasse les prochains. Juste inverser la réponse pour voir si vous suivez bien. Tu me dis quand je peux passer à la 4. Attends, je finis juste. Hop. Alors, en image 3, là, on est assez équilibré. 11 pour la 13 startup, 11 AXA. Et bah, c'est AXA. C'était AXA. Ok. AXA, une startup. Ah, c'est équilibré. Ah, T'arrives pas à voir Et là? non, mais c'est pas grave, ça Oh, m'amuse, j'imagine. C'est AXA pour la quatrième. c'est AXA à 13-11. AXA, une startup. Ah non, c'est avec le Content Square. J'ai oublié de le flouter. Bon, bah, du coup, c'était une startup. Et la sixième, AXA, une startup. Attends, j'ai pas fait le sondage. Gardez l'image pour vous. Et moi, ça m'intéresse. Vous voyez les résultats en direct ou pas chez vous? Yes. Il y a Yann qui fait Je vois clair dans ton jeu, Léo Bernard. C'est quoi mon jeu? Ouais. Je pense qu'il a tout bon depuis tout à l'heure. Ah, Du coup, tout le monde la, voit les pourcentages. Ok, la ok, ça roule. ok. Dernier, on est sur du AXA à fond là. Et bah, c'est une startup. Yes. Voilà. Du coup, 17,5. 17,6. ah oui, donc c'est violent. Donc la conclusion de tout ça, c'est, je sais pas si vous êtes trop jeune ou vieux, je sais pas en termes d'âge que c'est, mais c'était dans Secret Story, je crois, la voix qui disait méfiez-vous des apparences. Bah, faut vraiment se méfier des apparences, dans le sens où on sait jamais sur quoi on va tomber, et en fait, il y a des boîtes qui souvent vont paraître un peu vieillots et ne le sont pas, et d'autres c'est l'inverse. Et souvent les images ne veulent pas dire grand-chose, et donc faut vraiment aller fouiller au maximum pour pas se faire de désillusions. Parce que là, typiquement, vous avez pu voir sur les 6, en fait, on n'en sait rien, en fait. Enfin, ça pourrait être l'une ou l'autre. On pourrait intervertir sans aucun problème. Ouais, c'est vrai. On est bon sur la partie 2. Est-ce qu'il y a des questions dans la partie 3? Alors, ouais, est-ce que vous avez des petites questions à poser avant qu'on parte sur la troisième partie, sur un peu sa marque personnelle, tout ça? Je sais que ça a pas mal réagi dans le chat. Il y a une Karine qui a proposé un portfolio. Il y a Yann Oh, qui relaie un peu ce que tu dis aussi, qui fait des structures, qui oh, propose des structures de merci pitch. Yann. Euh, ok, ah ouais, et il y a aussi, c'est Karine qui avait fait aussi un personal branding, c'est vraiment nécessaire d'en créer un. Une petite question. Mais t'as pas besoin de le créer vu que tu l'as de base. Tout le monde en a un, qu'on le sache ou pas. C'est juste que soit il est invisible et tu t'en rends pas compte, soit du coup tu le maîtrises et du coup enfin, tu fais en sorte que les gens disent de toi ce que tu as envie qu'ils disent de toi. Mais si tu en fait, si t'en occupes pas, il est subtilisé par d'autres personnes. Et du coup, bah, en fait, ils viennent travestir ensuite l'image que toi tu as envie de donner de toi aux autres. Et pour ça que du coup, bah, si par exemple, il y a un profil LinkedIn qui va être détaillé et poussé, ou que dans notre prise de parole, on a une certaine patte, bah, du coup, on maîtrise notre personal branding et on peut s'assurer que les gens disent de nous ce qu'on a presque envie qu'ils disent de nous. Ouais, exactement. La suite? Mais ça, ce serait peut-être un petit peu des petits conseils que tu pourrais filer, toi qui écris souvent, même si Yann aussi, hein, vous écrivez Ouais, tous les deux assez régulièrement sur LinkedIn. Peut-être, ce sera dans les questions post-présentation, mais ouais, comment s'y mettre, quoi? Je trouve ça super dur, ouais, je suis ce d'accord. côté prendre la plume et tout ça. Bah, du coup, demandez pas à Yann, parce qu'en plus, Yann, il est pas très bon dans ses posts. Il fait des trucs un peu bizarres. Mais non, en vrai, il n'y a pas de conseil miracle. En fait, je pense qu'il y a une injustice, ça dépend aussi de à quel point est-ce que les gens sont créatifs. Et ça, du coup, être créatif, c'est pas un truc que tu peux apprendre à être, c'est un truc qui est inné. Et donc, du coup, typiquement, moi, je publie jamais en avance mais ce que je mets sur LinkedIn. J'ai une idée et je la synthétise directement et je la pose sur LinkedIn. En revanche, le fait de le faire en pratique, ça fait que ça marche. Donc, le seul conseil, c'est de foncer, c'est d'essayer des trucs. Et il y a, tu sais, c'est Orelsan qui te dit, t'as pas besoin de micro, enfin, t'as juste besoin d'un truc qui filme pour faire un film d'un smartphone. Et en fait, aujourd'hui, souvent, on se met des freins énormes parce qu'on part du principe qu'on n'est pas légitime et ou qu'on n'y arrivera pas et ou qu'on ne sait pas écrire et ou qu'on fait des fautes. On s'en fiche. Genre, t'as des gens nuls qui sont hyper populaires sur LinkedIn. Donc, en fait, si toi, tu penses que tu as des choses bien à dire, un minimum, bah vas-y, go, fonce et il n'y a rien à perdre. Au pire, ça c'est souvent ce que je me dis aussi, c'est que si un poste ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas grand monde
qui le verra dans tous les cas, donc tu t'en fiches. Ouais. C'est ce que disent d'ailleurs ceux qui postent très régulièrement et qui apprennent le copywriting. Ils disent, de Ouais. toute façon, au pire, un post, tu le rates, Ça disparaît, bien sûr. Mais les ça gens, disparaît. Et... Ouais. Exactement. Sauf si c'est un bad buzz. Typiquement, il faut faire attention à ça. Mais après, si on reste sur des choses assez pro et que ça ne dure pas sur des sujets épineux, il y a peu de risque d'avoir du bad buzz. Et on n'a pas envie. Mais ouais, non. Et ce qui marche, c'est le faire, être efficace, s'y mettre, écrire. Pareil pour le podcast, hein, faire un premier épisode, puis un deuxième, puis un troisième. Faire un live, organiser un premier, un deuxième, un troisième, etc. Ouais, bien sûr. C'est Et les gens un sont grand sage qui s'appelle Mohamed Akbar de l'école de recrutement qui nous dit que l'action est le remède. très bons conseils. Il n'y a pas le punchline dans ce live. C'est pas mal à sortir. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu la rajouter, mais j'aurais dû mettre sa photo, l'action et le remède. En plus, ça marche bien pour la recherche de job. On passe à la troisième partie? Ouais, allez, allons-y. Allez. Donc maintenant que vous êtes apprêté, comme Angela, que vous êtes devenu un jeu des chaînes, et donc vous avez vos différences par rapport au corbeau et au corps vidé, il faut gagner en endurance. Pourquoi l'endurance? Parce que un process de recrutement, c'est un peu galère. La plupart des recruteurs et des recruteuses sont soit mal formés, soit pas formés, soit n'ont pas le temps, soit X raisons qui font que c'est pas forcément leur problème, eux, c'est pas de leur fait, mais du coup, souvent, les process se passent mal. Et donc, il y a 4 choses à faire. Un, avoir une routine, comme le sport. Deux, ne pas aller trop vite. Trois, faire attention aux pièges, parce qu'il y a beaucoup de pièges dans le recrutement. Et quatre, la discrimination. Et là, il n'y a pas de surprise. Tout le monde se fait discriminer à longueur de journée, sauf des gens qui ont la chance d'avoir un privilège énorme. Genre, tu vois, typiquement, j'avais une discussion tout à l'heure. Je suis en train de construire le module diversité et inclusion du bootcamp qu'on a la semaine prochaine. Et en fait, le constat, c'est que typiquement, moi, j'ai jamais été discriminé. Or, quand on n'est pas blanc, quand on n'est pas un homme, quand on n'a pas de master, quand on n'est pas français, etc., on va être discriminé. Et je vais vous donner la technique hyper simple pour, si ça vous arrive, quoi faire. Du coup, maintenant que vous savez ça, du coup, je dois faire quoi? Première chose, pour ritualiser votre recherche de job, la première partie, donc le côté endurance, vous donnez des objectifs. Donc là, c'est une liste que vous pouvez prendre telle quelle, vous pouvez compléter. La liste peut être, je contacte 12 personnes par semaine. J'écoute 3 podcasts sur le métier que j'ai envie de faire par semaine. Je crée ce contenu que j'ai en tête depuis un moment et j'assume mon contenu. Je ne le supprime pas au bout de 2 heures si jamais j'ai pas de like. J'apprends des choses en faisant. Candidater, c'est fun, c'est seulement si tu décides de le rendre fun. En gros, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'à vous de vous fixer vos objectifs. Et par rapport à qui vous êtes, à comment vous travaillez, au temps que vous avez, si vous avez déjà un job alimentaire à côté ou autre, chacun aura cet objectif, mais le premier, c'est le plus important, je pense. Le contacter X personnes. Et là, par exemple, un conseil, c'est là, à 19h, c'est terminé, vous aurez posé vos questions et vous aurez vos réponses. Prenez un papier et un crayon et notez-vous au moins un objectif, juste un seul. Pour la semaine prochaine, un objectif. Si vous arrivez, la semaine suivante, un deuxième. Et en fait, vous faites en gradation. C'est pour ça que c'est comme le sport. Le sport, le meilleur conseil, si vous voulez courir un marathon, c'est d'abord vous commencez par mettre vos chaussures et devant votre rentrée le matin, et quand vous vous levez, il faut que vous allez courir. Donc vous courez 5 minutes, puis vous revenez. Le lendemain, 10 minutes. Le surlendemain, 15 minutes, etc. Pareil pour la bouffe, quand on veut mieux manger. Cuisiner une fois, on y prend goût. Cuisiner 2 fois, on y prend goût, etc. Et en fait, candidat, c'est la même chose. Ça peut paraître laborieux, et c'est souvent laborieux, mais si vous mettez vos 2 objectifs, vous rendrez ça bien plus intéressant et bien plus puissant. Deuxième chose, j'ai une belle faute, partir du principe que les entreprises en face de nous sont nulles et lentes. Si on part de ce postulat, ce qui est cool, c'est qu'on ne sera pas déçu. Et on sera super surpris si une boîte fait bien les choses. Donc c'est un peu une vision pessimiste du monde du recrutement. Mais en fait, si vous partez du principe que vous allez avoir une expérience candidat dégueu, en fait, si elle est dégueu, vous y attendez, donc c'est pas grave. Et en revanche, si elle est ouf, vous serez tellement content que du coup, vous serez là, ah ouais, trop bien, enfin une boîte qui fait bouger les choses. Et donc, c'est un peu triste, mais il faut être OK et se dire qu'en candidatant, vous aurez des boîtes nulles et des boîtes lentes. Troisième chose, it's trap. Vous allez vous prendre plein de trucs dans la tête, mais genre vraiment plein de trucs dans la tête. Et il suffit de regarder Twitter, de regarder LinkedIn et les gens qui bâchent des recruteurs, de regarder des blogs, de regarder plein de choses. En fait, en tant que candidat, on s'en prend plein dans la tête. On a des pièges à longueur de temps. Je sais pas si vous connaissez genre le jeu vidéo Hades par exemple, ou tous les jeux qui sont des roguelikes où en fait le but c'est mourir et recommencer, mourir et recommencer, mourir et recommencer. En fait, c'est un peu ça. Quand tu postules, tu tentes un truc, tu meurs, tu recommences. Mais du coup, tu auras appris un truc. Du coup, tu évites ce piège-là. Donc, du coup, tu recommences. Après, tu commences à apprendre les patterns, les modèles, les schémas mentaux de tes boss, de tes ennemis, qui sont du coup les entreprises auxquelles tu postules. Et après, tu arrives à éviter les pièges. Et donc, à chaque fois qu'on rate un process, si on peut demander au recruteur ou à la recruteuse, qu'est-ce qui n'a pas marché? Du coup, on apprend et on évite ces pièges pour la prochaine. Et à force, vous serez le boss des games et vous arriverez à tout péter parce que vous aurez réussi à éviter tous les pièges.
Alors là, ça réagit là-dedans dans le Slack. Mais les recruteurs sont nos ennemis. Ah, mais de ouf, les recruteurs sont nos ennemis. En fait, moi, l'idéal, c'est passer au-delà des recruteurs et les bypasser pour aller directement parler aux managers. Les recruteurs sont clairement des ennemis parce que, surtout si, enfin, si je me trompe pas, vous faites beaucoup à être en reconversion ou à être junior sur des métiers de dev. En fait, pour vous, pour un recruteur, un bon dev, c'est un dev senior. Et donc, en fait, il va vous voir comme un ennemi quand vous arrivez en reconverti ou en tant que junior. Et donc, il faut arriver à le bypasser d'une manière ou d'une autre par votre originalité, par votre Canva trop stylé, par contacter directement des gens qui sont en poste et oublier, contourner le recruteur. Et donc, oui, si on part du postulat que le recruteur c'est un ennemi, alors une fois qu'on lui parle, on ne le dit pas que c'est un ennemi, mais en fait, si vous avez cette mentalité-là, vous allez tout faire pour trouver le job. Alors que si vous vous dites que c'est votre allié, vous allez lui faire confiance et il va vous trahir potentiellement. Et on n'aime pas les gens qui trahissent. On n'aime pas les gens qui trahissent. Dernière partie, dernière chose que je voulais vous dire, il y a à peu près autant d'entreprises qui discriminent que de gens qui disent au jour d'aujourd'hui. Et il y en a beaucoup, de gens qui disent cette magnifique expression au jour d'aujourd'hui. Et en fait, c'est pas grave, vous allez vous prendre des discriminations à longueur de journée. Et en fait, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est protéger les gens autour de vous. Une fois que vous êtes passé par la discrimination, parlez-en pour éviter que les gens aillent dans ces boîtes. Du coup, bah, les entreprises auront qu'un choix, c'est se réinventer. Et si vraiment c'est quelque chose de grave, il y a un truc trop bien qui est gratos, qui s'appelle Glassdoor. Vous pouvez aller vous défouler. Mon propos n'est pas de dire dès que vous ratez un entretien, allez vous défouler sur Glassdoor, parce que c'est normal de rater des entretiens et ça ne vous servira pas à grand chose. Par contre, si c'est vraiment des choses qui sont limites, comme du racisme, comme du sexisme, qui sont juste aujourd'hui interdite. Enfin, de base, c'est illégal et de deux, en fait, ça ne devrait pas exister. Là-dessus, n'hésitez pas à aller sur Glassdoor ou à aller sur Balance ta startup ou Balance ton agency sur Instagram et à aller témoigner. Parce que c'est seulement en montrant du doigt ce qui ne va pas qu'on arrivera à faire changer les choses. Et là, je vous donne un exemple. C'était un ancien de mes collègues de chez Choco qui a fait ce commentaire. Et du coup, bah, il met en fait dans les inconvénients, il met borderline sexism and racism, bro culture, drinking culture. Donc clairement des gens qui sont tout autour de l'alcool et un sexisme, un racisme ambiant. Et cette personne-là, qui était un ancien collègue, a eu 17 personnes qui ont trouvé la vie utile. Et donc en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans ce commentaire qui était négatif, même s'il a donné les avantages de la boîte. En fait, du coup, la personne, elle s'est lâchée. Et d'ailleurs, c'est marrant, pour la petite histoire, il m'a demandé est-ce que vraiment je peux poster ça. Je fais oui, parce que du coup, comme ça, Choco se remettra en question. Et en effet, il y a 17 personnes qui ont trouvé ça utile. Donc n'hésitez pas, si vraiment ça dérape un entretien, à aller le dire sur Glassdoor. Et en fait, au pire des cas, rien ne se passe, mais dans le meilleur des cas, les gens évitent d'aller dans ces boîtes-là. Et où le mieux, c'est que les recruteurs et les recruteuses voient ça et se mettent en question. On n'est toujours pas à l'abri, on peut être à l'abri d'un miracle. C'est vrai. Voilà, je vous laisse. C'est les 12 choses que du coup je vous ai donné comme conseil. Donc la préparation, savoir ce qu'on cherche, chercher différemment, être organisé, soigner les basiques. Deuxième chose, la différence. Donc vous jouez sur votre marque personnelle, vous créez du contenu. Il faut être audacieux, audacieuse et faut faire attention du coup au AXA ou une startup et sur le process. Adopter une routine efficace que vous allez mettre en place tous les jours. Ça va prendre du temps et c'est ok. Apprendre à éviter les pièges pour ne plus tomber dedans une fois prochaine et surtout protéger du coup les autres. Donc le hashtag I've got you back. Quand vous avez un truc pas cool qui vous arrive, prévenez vos potes que ça leur arrive pas. C'est tout ce que je voulais vous présenter. Donc je vous enlève mon petit écran et maintenant c'est les questions. Et là j'ai peur parce que ça fait tout depuis je sais pas combien de temps. Alors, alors, merci pour ce talk, il est vraiment exceptionnel. Donc déjà, tu peux voir ça comme dernier chat. Cool. Alors, posez vos questions, c'est le moment de vraiment y aller. Vraiment y aller. Ah mais Yann il a dit plein de trucs. Ah mais là, si tu remontes le chat, t'as pas fini. Hein. Pour le coup, là, il y a du... Ça n'a pas arrêté. Super Léo, quelle énergie. Trop bien. Cool. Super intéressant. Trop cool. Merci Capucine. Alors, Merci Karine. Remettre la dernière slide. Oui, je peux. Tu voulais faire un screenshot peut-être. Attends. Du coup, je te la remets. J'avais fait ça, je crois. Comme ça, comme ça. C'était là et là. alors comme d'habitude, je vais essayer de faire je vais essayer de reprendre le live et d'en faire des conseils et tout ça. Ça, comme d'habitude, ça va me prendre du temps parce qu'il y a plein de lives. Mais je vais le faire, c'est promis. Trop cool. Alors, vous n'avez pas de questions comme ça? Sinon, bah, je vais poser les questions moi-même. Hein. Benjamin, t'avais candidaté chez ClearUp, c'est drôle. C'est vrai? Ah, mais c'est pas la boîte dans laquelle tu... J'étais juste avant, ouais. C'est peut-être la dernière boîte en CDI de ma vie, je sais pas. Peut-être, ouais. Parce que là, tu es clairement devenu entrepreneur et formateur. Merci.
De rien. Super retour. Oui, je crois, si je dis pas de bêtises, Benjamin, c'était un message où je disais que à date, on cherchait pas d'alternance, slash de junior, slash de genre en conversion, parce qu'on n'avait pas l'équipe en interne pour les faire monter en compétences, si je me trompe pas. D'ailleurs, il y a un truc. Ouais, ça, Karine, ce qu'elle dit, c'est assez vrai. C'est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recruteurs C'est ça. qui prennent un entretien et derrière, ils disent bah, en fait, non, t'as pas assez d'expérience. Et ça, j'ai l'impression que c'est un retour que j'ai quand même assez régulièrement de la part des membres du réseau. Est-ce que tu peux l'expliquer ça de la part de recruteurs? Tu veux dire pourquoi est-ce qu'ils drop parce que quand ils annoncent que quand on leur annonce que qu'on est junior, c'est ça? Bah, en fait, tu arrives à l'entretien, tu passes l'entretien Ah et oui, après et on te dit ils te bah, le en disent fait, après. Ok. Alors ouais, que c'est sur le CV, quoi. ouais, Je dirais d'expérience, il y a deux raisons principales. La première, c'est les gens qui font pas attention au CV. Ils voient les mots-clés, et ils y vont, ils font bon, bah, c'est parti, je vais partir en entretien. Et la deuxième, c'est les gens qui, pour le coup, se disent peut-être sur un malentendu, la personne vraiment sera ouf et je serai OK pour lui donner une chance. Parce qu'il y a quand même beaucoup de recruteurs qui sont des bonnes personnes, faut pas croire. Et beaucoup se disent, bah, on sait jamais, ça peut peut-être le faire. En revanche, je trouve que ce qui est pas cool, c'est de pas le dire. Et là-dessus, moi, ce que je recommande aux recruteurs et aux recruteuses, c'est en fait, de prévenir en mode, on sait que t'es pas, que t'es pas au niveau pour le job, mais dans tous les cas, on arrête ce process-là. En revanche, si t'es OK, on peut juste échanger, on sait jamais, peut-être que ça marchera. Mais en effet, le gros, je pense qu'ils soit ils lisent pas les CV, soit ils ont peut-être l'idée folle que ça va marcher sur un malentendu. ouais. Et bah, parce que, ah non, là, tu vois, je m'étais trompé, mais c'est Karine qui dit non, parfois ils voient que les. Enfin, par contre, là, Karine, ils ont été la chercher, ils voient qu'elle est junior, ils viennent la chercher et après ils lui disent qu'elle est trop junior, tu vois. C'est quand même assez bizarre, quoi. Mais est-ce que c'est parce que, tu vois, le Euh, marché est tellement tendu qu'ils se disent bon, allez, quand même, on va faire un entretien. Est-ce qu'il y a des métriques aussi par rapport au nombre d'entretiens que tu fais où tu es complètement au succès dès que tu es recruteur? Enfin, comment ça peut marcher les, pour. ouais, t'as plein de choses à dire là-dessus. Les cabinets et les ESN souvent Ah ont des bah, métriques. Et du coup, en effet, bah, c'est ce que tu es en train de dire, Yann, voilà, ouais. objectivé dans l'entretien. Tu même pire, dans certaines boîtes, ils sont objectivés au nombre de gens que tu contactes, au nombre de gens que tu rencontres en physique dans les locaux. En physique dans les locaux. Et tu as l'autre jour un mec qui me disait que du coup, il invitait des potes pour faire ses stats en fait. Parce que bah, c'est stupide comme truc. Mais en effet, beaucoup doivent faire leur entretien. Et donc, même si ça marche pas, ils feront ça et ils pourront dire OK. Donc en effet, eux, ils perdent, exactement. Tu as tout à fait compris, Karine. Ils perdent pas leur temps et en fait, ils ont leur prime sur objectif. Ce qui est nul et c'est la raison pour laquelle moi, à titre perso, j'aime pas les cabinets de recrutement et j'aime pas trop les ESN parce que c'est un peu des fois de la chair à pâté, hein, clairement. Le but, c'est juste placer des gens et en profiter. Et pour ça, j'ai toujours travaillé en interne. Mais oui, en effet, bah, faut faire attention et éviter de postuler à des boîtes comme ça, même si souvent on s'en rend pas compte. Et ou n'hésitez pas avant, si vous êtes convoqué à un entretien, convoqué, c'est un peu terrible, si vous invite à un entretien et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème parce que vous êtes trop junior, par exemple, pour le poste, bah, n'hésitez pas à le dire au recruteur avant, en mode vous êtes sûr, sur l'annonce, il y a écrit 5 ans, j'ai que 2 ans d'expérience, c'est OK pour vous, on est sûr, et du coup, vous gagnerez du temps plutôt que d'y aller pour rien, quoi. Ok, ouais. Limite, enfin, quand tu fais ça, t'as l'impression de te tirer une balle dans le pied parce que tu te dis, tu sais, Oui, t'es un peu dans un honnêtement, contexte où t'es trop tendu, mais c'est vrai que si c'est pour y aller pour rien, ou clairement. alors, savez-vous que ces boîtes-là, un peu, enfin, c'est un peu j'avais fait faudrait que je ressorte j'avais fait un post LinkedIn là-dessus il y a 3 mois, je devais en faire un article, mais j'ai oublié. En fait, il y a enfin, souvent on a tous nos boîtes qui sont nos boîtes parfaites. Nos boîtes un peu, genre, vraiment licorne, on a trop envie d'aller y travailler. Et après, il y a des boîtes qui sont un peu moyennes et il y a des boîtes qui sont un peu moins cool. Et ces boîtes moins cool, on peut s'en servir pour tester des trucs en entretien. Donc, vous pouvez tester un nouveau pitch, parce que quitte à ce que les gens se foutent de votre temps en les gâchant, faites la même chose. Et du coup, bah, s'il y a des boîtes qui vous plaisent un peu moins, vous pouvez quand même vous en servir pour un exercice, comme un entraînement. Et si c'est un truc de un quart d'heure, une demi-heure, ça va, personne va mourir de ce temps perdu. Et du coup, bah, là-dessus, vous pouvez tester vos pitchs, tester vos canevas, tester des nouveaux CV et des approches différentes. Et ça marchera en fait, parce que même si à tous les coups ça marchera, finalement c'est une belle boîte et du coup vous aurez une belle histoire avec elle. Mais pire des cas, vous aurez tenté des trucs et vous aurez des bons retours. Ok, ouais. Au clock, Prendre ça très comme bien au clock comme école en un- effet. comme école, et puis tu veux bosser là-bas, Karine, c'est ça? Hmm. Bah, c'est une belle Et vision, hein, former des gens au dev, c'est trop cool. ouais. Moi, j'ai une petite question sur les soft skills. C'est un truc qui est tout le temps mentionné, et notamment pour les reconvertis, tu vois, Ouais. qui finalement ont souvent des compétences techniques assez similaires. Comment elles sont recherchées, on va dire, par les recruteurs? Alors, moi, j'ai le prisme pour les développeurs parce que moi, je recrute tous les jours. Mais Ouais. comment toi, en tant que recruteur, et quand tu les formes, tu vois,
Tu les recherches? Yannick qui dit elles ne le sont pas. Et malheureusement, dans le gros des situations, c'est vrai en fait. Il faut savoir que la majeure partie, encore une fois, des gens qui font des entretiens savent pas faire d'entretien et donc vont se baser uniquement sur du feeling, sur de l'intuition, sur de ouais, il y avait pas mal d'énergie, c'était cool. Par contre, non, je sentais de l'arrogance. Mm. Et en fait, du coup, bah, c'est encore une fois ce que dit Yann. Vas-y, Yann, viens faire le live. En vrai, souvent, surtout dans des startups, ça va être est-ce qu'en effet, et c'est véridique, hein, j'avais mon CEO par exemple chez Choco, sa question préférée, c'était si on est bloqué dans un bus pendant 3 heures, on parle de quoi? Voilà. Ça veut tout dire sur la capacité à évaluer des soft skills. Mais si on part du principe que les recruteurs sont un minimum formés, en théorie, il y a deux types de soft skills qu'on va retrouver dans des boîtes. Numéro un, c'est ce qui est lié aux valeurs de la boîte. Et donc ça, ce qui est le plus simple, c'est aller sur les sites carrières, vous verrez les valeurs qui sont affichées. Et donc du coup, il y a des gens qui vont lier soft skills aux valeurs. Par exemple, une boîte pour laquelle je recrute en ce moment, une de leurs valeurs, c'est le care. Bah, du coup, ils vont aller vérifier à quel point est-ce que les gens en entretien vont être respectueux, vont bien s'adresser à la personne. Et donc, ils vont aller de manière un peu doigt mouillé évaluer le care. Euh, Vas-y, carrément, t'as invité Yann. Et deuxième chose, c'est vraiment ce qui est lié à un job en particulier. Si les recruteurs font bien leur boulot, ils font ce qu'on appelle du coup une soft skills, une scorecard, où du coup ils vont mettre les différents critères qu'ils vont aller évaluer. Il y a des critères qui sont des critères, donc des hard skills, donc des compétences métiers, et des critères qui sont des soft skills, comme par exemple le travail d'équipe, la curiosité, ce genre de choses. Et donc, il faut se dire que en théorie, ça va transparaître via l'annonce. Et donc, si les recruteurs font bien leur boulot, ils doivent mettre de manière exacte dans leurs annonces quels sont les soft skills sur lesquels vous allez être évalué. Si ce n'est pas le cas, ça se devine par rapport à la tournure. On cherche quelqu'un de motivé et d'organisé. Bah, du coup, vous allez potentiellement attendre que la personne va vous vérifier, va vous évaluer sur la motivation et l'organisation. Même si c'est bête, ça ne veut rien dire. Mais quand tout à l'heure, tu disais un truc par rapport au biais un peu inconscient que peuvent avoir les recruteurs. Est-ce que Ouais. dans ce cas-là, tu es presque mieux de le déclarer, de faire du déclaratif sur bah, moi, je suis comme ça. Ouais. Et T'évites d'être jugé mais, comme ça. ok. Et tu vois, bon, pour enchaîner là-dessus, il y a Benjamin qui dit et c'est quoi les soft skills qui font la différence aujourd'hui? C'est quoi pour un développeur ce qui peut être un peu le petit game changer, quoi. Pour un développeur, je dirais, je vois une chose pour sûr, une deuxième chose et une troisième. La première, c'est le travail d'équipe. Le gros aujourd'hui des boîtes travaillent du coup en équipe en tant que dev et en fait il n'y a rien qui compte plus pour beaucoup de boîtes que le fait d'interagir les uns les autres. La deuxième, c'est la veille. Et c'est une question qu'on vous posera à chaque entretien. Comment vous faites votre veille technique? Et en fait, pourquoi ils les posent? Parce que souvent, ils n'ont rien de mieux à poser. Mais en fait, c'est important d'avoir des gens qui sont en apprentissage continu. Et donc, du coup, la veille, je pense que c'est la deuxième chose qui serait importante. Et la troisième, je ne sais pas comment on l'a tournée, c'est ne pas être têtu. En gros, il y a beaucoup de devs qui sont frustrés parce que c'est pas la bonne version de Java, parce que ils utilisent du .NET au quotidien, parce que ils aiment pas utiliser Jira, etc., etc. Et en fait, il y a des choses qui vont frustrer les devs. Et souvent, la réaction classique va être, ouais, vas-y, ça me saoule. Le problème, c'est l'outil de projet, c'est Jira, c'est de la merde, c'est pas mon travail. Et donc, en fait, ce qui est vraiment recherché, c'est à quel point vous êtes OK sur des choses qui ne sont pas vos outils du quotidien et sur des outils que vous ne maîtrisez pas forcément. Et du coup, la remise en question, en effet, ce que tu dis, Karine, c'est un peu ça, tu vois, c'est à quel point est-ce que face à un problème, les gens vont se dire, ah bah, soit il y aura deux choses, soit ça me saoule, vas-y, c'est à cause de machin, c'est à cause de mon CTO, il est nul, ou alors ils vont se dire, ah, trop cool, je sais pas si je suis fan de .NET, mais je vais aller apprendre, c'est un nouveau défi, je pourrais le mettre sur mon CV. Et donc, en fait, ces deux attitudes font la différence. Donc, curiosité slash veille technique, deux, travail d'équipe, et trois, pas être têtu et savoir se remettre en question. Je pense sur les devs, moi, sur mon expérience de recrutement de devs, c'est ce qui a fait plus la différence. Dernière petite question sur les soft skills. Est-ce que tu connais la méthode d'Assess First, le recrutement soft skills sans biais cognitif? Et si Ouais. c'est le cas, t'en penses quoi? Je vais rester neutre dans ma réponse. Je trouve que c'est très bien, c'est mieux dans tous les cas que ce qui se fait aujourd'hui en termes de CV, etc. Pour autant, c'est pas non plus si une révolution et si quelque chose de prédictif, comme le dit informellement son CEO. Mais c'est beaucoup mieux que ce qui se fait ailleurs. Donc, mieux vaut Assess First que pas Assess First du tout et rien. Ok. Bon, il est 59. Donc, du coup, je vais te poser une dernière question. Ça te va, Léo? Je peux rester un peu plus longtemps s'il le faut, hein. Ok, cool. Question sur le salaire, tu vois. Ouais. Attends, il y a eu plusieurs questions. Oui, est-ce que tu donnes tes prétentions salariales
où on demande leur budget sur le poste. Comment tu vas essayer de comprendre un peu parce que tout le monde n'affiche pas ce salaire, malheureusement, enfin le salaire proposé. Donc, comment tu vas aller chercher le budget potentiel sur ce poste-là? Euh, j'ai envie de dire, ça va tellement dépendre des boîtes, de leur culture, et ça va tellement dépendre des recruteurs qu'il n'y a pas forcément de réponse type. Mais du coup, le mieux, c'est faire les deux. Du coup, on fait la voie de la diplomatie. Souvent, ça va être les recruteurs et les recruteuses qui vont vous poser la question. Et donc, du coup, bah, plutôt que de faire ah non, mais moi, je vous dirais que si vous me dites vous, enfin, non, c'est nul. À la place, tu peux dire bah, moi, aujourd'hui, je suis à temps. Demain, j'aimerais être entre temps et temps. Pour autant, je suis flexible sur mon salaire si par exemple, je sais pas, il y a du télétravail, ou si par exemple, il y a cet outil trop cool, ou si par exemple, une entreprise qui va avoir de l'impact social, etc. Et donc, du coup, bah, donner, moi, voilà ce que je veux aujourd'hui, voilà ce que je pense valoir demain si je change de job, et voilà les éléments qui font que je serai OK à accepter moi. Mais c'est un non négociable. Et ensuite, retourner à la question, est-ce que ça vous convient? Est-ce que par rapport au budget que vous aviez vous, ça vous paraît cohérent? Est-ce que je suis dans le périmètre? Et là, du coup, ils vous diront oui ou non. Mais moi, ça me fait halluciner ça. Pourquoi jouer à ce jeu au chat à la souris, enfin, avec un recruteur? Parce qu'ils ont forcément un budget, tu vois. Pourquoi pas annoncer dès le départ? Ou est-ce qu'ils se font leur marge sur, enfin, Tu veux la réponse triste? T'as deux réponses tristes. Réponse vas-y, triste vas-y. numéro un, si tu dis plus bas que le budget, bah, ça fait de l'économie pour la boîte et du coup le recruteur va être bien content. Hey, j'ai un candidat, il est trop cool, il a la même expérience que l'autre, mais il est 10K moins cher. Et les personnes est contente de dire ça. Et numéro 2, c'est les cabinets de recrutement qui sont payés au pourcentage du salaire. Et donc, eux, pour le coup, c'est l'inverse. Plus ils vont facturer, enfin, plus le salaire va être élevé, plus ils vont gagner de thunes. Donc, c'est un peu les deux prismes. Ouais, Et entre tout ça, il y a le reste, quand même, il y a le commun des mortels. Mais malheureusement, souvent, les salaires sont liés à ça. Et donc, en effet, une boîte, bah, le mieux, c'est les boîtes qui affichent leur salaire de manière très transparente, mettent même leur grille. L'exemple le plus connu aujourd'hui, je pense en France, c'est Shine, qui sur leur site carrière, ils expliquent combien tu gagnes à tel niveau, etc. Mais quand il n'y a pas ça, bah, faut se débrouiller. Et il faut être, je pense, ce qui marche, c'est la transparence. ok, mais du coup, dans ce cadre-là, tu vois, là, par rapport à ta réponse triste, par rapport à ta réponse triste, est-ce que t'as pas juste intérêt à jouer à la montre finalement? Si t'es le bon candidat, c'est eux qui vont te proposer le salaire qui est un peu dans leur corde. Je t'en compose la question. Bah, plutôt que de dire un salaire qui est potentiellement 10K en dessous de ce qui est prévu, Mhm. c'est pas mieux de laisser venir le recruteur? Euh, oui et non. Attends. Bah, enfin, tu peux, mais en fait, t'as toujours après ce côté, comment je dirais, les recruteurs vont en fait mettre dans la case candidat relou, quoi. Genre, ils ne répondent pas à mes questions. Enfin, aujourd'hui, malheureusement, c'est encore les recruteurs qui ont le pouvoir, surtout du coup quand c'est tendu en leur faveur. Et donc, en fait, bah, quelqu'un qui répond pas à cette question, c'est un candidat relou, et donc ils vont se dire, ouais, c'est bon, je vais te la donner, mais juste parce que c'est toi. Le mieux, c'est du coup bah, de le dire, enfin, de donner une fourchette assez large. Comme ça, du coup, on est sûr qu'on se trompe pas. Et de jamais, par contre, et de faire plus haut que ce qu'on vaut. Parce que du coup, vous êtes sûr que les gens vont vouloir aller plus bas. Et donc, typiquement, quelqu'un qui pense valeur entre 35 et 40, du coup, tu dis 40-45. Comme ça, au pire des cas, tu as ton truc le plus bas, voire tu as un peu en dessous, mais si tu étais OK pour 35, dans tous les cas, tu auras le job. Donc, il faut quand même se survendre un peu. Faut se rendre un peu? Ok, ok. Parce que il y a une remarque de Emily qui est complètement vraie, c'est que si tu brades le salaire du développeur et que 6 mois plus tard il est chassé et que derrière on lui propose beaucoup plus, et bah t'as tout perdu quoi. Attends, d'accord. Euh, j'ai deux petites dernières questions, ça te va? Une première sur les compétences techniques. Plutôt, est-ce que c'est mieux d'afficher peu de compétences et je pense, c'est ce que disait Anthony, est-ce que c'est mieux d'afficher peu de compétences mais celles que tu maîtrises le mieux, ou pas tendre vraiment sur le catalogue de compétences, mais aller un peu plus loin parce que bah, les recruteurs sont pas tous tech. Et du Ouais. coup, parfois, ils voient des mots-clés et ils se disent, OK, bah, au moins, le screening il passe et tu passes en entretien. Je dirais enfin, c'est un peu c'est quand on dit les réponses de Normand, c'est pas quand tu fais ni oui ni non. En gros, c'est un peu les deux. Je pense que souvent, moi, le problème majeur que j'ai avec les CV souvent de dev, c'est surtout sur les devs débutants, t'as l'impression que la personne sait tout faire. Et tu mets une énumération de 46 langages, Ouais. slash framework, slash technique. En fait, t'en maîtrises même pas un seul. Donc, du coup, ne mets pas ça. Et ça, c'est un truc qui va faire grincer des dents beaucoup de recruteurs. En revanche, ce que vous pouvez mettre, c'est casser en deux, tout simplement. Tout comme sur les annonces, vous verrez enfin, c'est crucial de postuler si tu as ça, et c'est OK, c'est un bonus si tu as ça. Ben, en fait, sur un CV, c'est la même chose. Donc, vraiment, ce que vous maîtrisez, ce que selon vous, vous maîtrisez le plus, et là, ça peut être 3, 4, 5, pas plus. Et ensuite, vous pouvez mettre, et j'ai des notions de ça. Mais j'ai jamais vu dans un CV un développeur qui mettait
mettrais par exemple moins de. Vous savez, quand on met de 1 à 5 petits points là, c'est rare que les gens mettent moins de 3 petits points. Mais du coup, ça veut dire que moi, 3 petits points, c'est déjà ouf en fait. Et les gens, souvent, ils mettent déjà 3 petits points. Alors qu'en fait, ça se trouve, tu as juste vu ça en cours en fait. Donc pour moi, c'est un peu souvent la démesure et les gens abusent un peu quoi. Ok, Donc mieux vaut mettre catégoriser en deux entre ce qu'on maîtrise vraiment et ce qu'on maîtrise un tout petit peu ou alors ce qu'on a juste entreaperçu. ok, ça roule. Alors, je suis désolé pour ceux qui vont pas avoir le temps de poser leurs questions. J'en pose une dernière. La question un peu du remote. Euh, alors, développeur junior et remote, pourquoi ça bloque direct chez tous les recruteurs? Et de manière générale, parce que toi, tu as bossé dans pas mal de secteurs, comment le remote, il est vu de la part des recruteurs? Euh, Est-ce que c'est un privilège? Enfin, est-ce que ça devient une normalité, notamment pour les juniors, quoi? Ça mériterait un live à part entière sur le remote. Moi, en ce moment, je suis assez sceptique sur l'avenir du remote. J'ai l'impression que le post-Covid fait son effet et que de plus en plus de boîtes sont en train un peu de calmer le jeu sur le remote, ce qui est dommage. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait, c'est rarement les recruteurs et les recruteuses qui fixent les politiques remote de leur boîte. Donc pour le coup, eux, ils y sont pour rien. Elles, ils y sont pour rien. C'est la direction qui choisit côté remote. Ta beau être le meilleur recruteur ou la recruteuse du monde, bah, des fois, en fait, tu es contraint par ta direction. Et donc, essayez d'aller voir dans des boîtes qui sont dans du remote. Et les boîtes qui sont déjà sceptiques sur du remote en ce moment, après 2 ans de confinement, c'est pas bon signe. Parce que ça veut aussi dire qu'elles seront pas modernes sur plein d'autres aspects. Aujourd'hui, pour moi, ça devrait être un droit acquis. De là à le constitutionnaliser, je sais pas. Mais en fait, les gens pourraient faire ce qu'ils veulent entre avoir un rythme libre, remote, non remote. On n'est pas des enfants, en fait, sauf si vous recrutez des enfants. Là, en ce cas-là, il faut les avoir avec ça. Mais les gens ne sont pas des enfants. À partir du moment où on a plus de 20 ans, on est capable de savoir se gérer à distance ou en physique, de savoir ce qui est important pour nous. Et donc, ça devrait être le cas. Et donc, pour ça, allez voir des sites, par exemple, comme JobGather, dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont que des jobs avec du soit full remote, soit du remote très très friendly. Mais une boîte qui clairement est pas souple sur du remote, c'est un gros red flag. Ok. Bon, bah, notez bien ça. Yann, par contre, meilleur recruteur du monde. D'ailleurs, Ouais, mais normalement, dans le chat. tu veux parler, Yann, hein. Ouais, mais je veux pas vous couper. Je peux donner le mot de la fin si tu veux. Bah, vas-y, tu peux finir, Yann, mais en tout cas, juste, merci Léo. Franchement, trop cool d'avoir fait un live avec toi. Merci pour tous les petits tips. Je crois que ça a vraiment plu à pas mal de développeurs qui sont dans le public. Et si on veut, alors, je vous invite à suivre les posts de Léo. Il en fait assez régulièrement. Je crois que tu as une moyenne de 2-3 par semaine en ce moment. Donc, allez voir, c'est souvent intéressant. Pareil, Sodiane aussi, hein, évidemment. Et il y a déjà des personnes qui suivent. Déjà suivi le renard de Léo. C'est pas un renard d'ailleurs. Si, c'est un renard. C'est un renard de neige, ouais. C'est un renard des neiges. Ok, ça roule. Bon, en tout cas, un grand merci. Yann, vas-y, je te laisse dire le mot de la fin. Le mot de la fin. Euh... C'est hyper dur comme truc. Hyper dur, vas-y. Qu'est-ce que tu en retiens? Je débarque, j'ai pas parlé de l'heure. Bah tiens, vas-y, fini. Alors, non, je vais vous donner un conseil. Vu que la plupart des recruteurs ne savent pas vous évaluer en entretien, falloir jouer de ça et essayer de les biaiser, de vous rendre appréciable auprès d'eux, etc. Que la personne ait le plus envie d'être avec vous. C'est moche à dire parce que ça va dépendre de la personnalité des gens, etc. Il y a des gens qui vont être plus ou moins à l'aise avec ça, mais il faut jouer un peu un jeu là-dedans et réussir à charmer la personne en face de nous. Voilà, exactement, Benjamin, c'est ça. C'est draguer le recruteur, c'est lui donner envie. Alors, et on parle du recruteur, mais on parle aussi des autres personnes qui sont, elles, encore moins formées au recrutement. Ok. Ouais. Ah ouais, alors, j'aurais une question à poser. Mais c'est quoi le recruteur parfait en vrai? Est-ce que c'est un recruteur qui sait débunker un peu les biais cognitifs, qui sait ne pas se dire, bon bah voilà, c'est une mauvaise intro, mais en fait, il peut se rattraper. Enfin, alors, est-ce qu'on peut pas faire un mot de la fin? Désolé, deuxième mot de la fin, Léo. Et en plus, tu peux enchaîner sur ce que tu fais actuellement, parce que c'est un peu ton cheval de bataille actuel. Pour moi, le recruteur parfait ou la recruteuse parfaite, c'est ceux qui se en question en permanence. Parce que le monde, de manière générale, le monde change tout le temps.
On va faire face dans des dizaines d'années à des crises climatiques à longueur de journée et de semaines. De deux, le monde du recrutement en lui-même change énormément. Le remote, il y a 3 ans, personne n'en parlait. Avec le Covid, du coup, c'est devenu un truc normal. Les technos, le recrutement tech, encore, si tu descends les strates, le monde en général change tellement. Le monde du recrutement change. Le monde du recrutement tech change énormément. Et en fait, même t'as tellement de choses qui se passent que du coup, le meilleur recruteur, la meilleure recruteuse, c'est ceux et celles qui se remettent en question en permanence. Et du coup, c'est pour ça, en effet, du coup, je pense pas qu'il y ait des gens qui sont intéressés pour participer au bootcamp dans les gens qui sont là. Mais en effet, moi, j'ai créé un bootcamp il y a du coup maintenant 3 mois avec Élise, qui est une chasseuse de tête, le mot qui fait peur. Et on forme justement des recruteurs et des recruteuses à mieux faire du recrutement avec les bases et on les amène en 2 jours à un niveau avancé sur vraiment la base de la base de la base. Et l'utopie derrière tout ça, c'est que si tous les recruteurs et les recruteuses sont bien formés, demain, du coup, ils feront passer des meilleures expériences candidats et candidates. Et donc, vous toutes et vous tous, quand vous serez candidat, ça sera mieux. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais que j'étais un agent double au début. L'objectif de ce bootcamp, c'est d'aider les recruteurs et les recruteuses à monter en compétences pour que du coup, ça marche peut-être un jour. Mais peut-être que je suis trop utopiste. Faut essayer. Le remède, c'est l'action. Exactement. Bien joué, bien joué. Bon, merci beaucoup Léo. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, c'est top. Merci pour votre enthousiasme. Ouais. Et bon, on va se retrouve la semaine prochaine pour le dernier live de Modulo de la saison. Et ça repartira en septembre, évidemment. Merci beaucoup Léo, Yann, qui a participé également. Merci pour tous vos commentaires. Ça touche énormément de voir tous ces commentaires pleins d'amour. Ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. En plus, je suis hyper fatigué en ce moment, du coup, ça me redonne de l'énergie. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci. Bon, bah, bonne soirée à tous. Ouais, merci.